Je suis professeur à l'université Ouaga Joseph Kizerbo et j'enseigne essentiellement la philosophie morale et politique ainsi que l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Mais en dehors de mes domaines d'enseignement, les recherches que je mène couvrent d'autres domaines, par exemple la réflexion sur la créativité et plus récemment la réflexion sur comment arriver à philosopher dans nos langues nationales. Donc je peux dire que comme domaine de recherche, il y a la politique, il y a l'éthique, il y a l'histoire de la philosophie, notamment contemporaine, il y a aussi la théorie de la création et plus récemment, comment philosopher dans nos langues nationales. Je pense qu'il faut partir d'évidences établies pour essayer d'en dégager les conséquences. La philosophie apparaît comme une discipline qui est enseignée dans le système scolaire en Afrique depuis le secondaire jusqu'à l'université. Au Burkina Faso en particulier, nous avons la chance de commencer l'enseignement de la philosophie dès la classe de la seconde. Et en dehors du secondaire, nous avons un département de philosophie où les étudiants sont formés de la première année jusqu'au doctorat. Donc, si on part de là, cela permet de voir que l'organisation même de l'éducation au niveau institutionnel inclut l'enseignement de la philosophie. Maintenant, qu'est-ce que cet enseignement permet d'atteindre comme objectif? Il prépare essentiellement les élèves et les étudiants à acquérir des aptitudes pour réfléchir sur différents sujets et en particulier pour s'interroger sur l'évolution de leur société. Donc, la philosophie nous donne des outils pour réfléchir sur nos sociétés, pour nous interroger sur les valeurs auxquelles nous adhérons et sur, bien sûr, les formes de savoir qui sont supposées nous permettre de comprendre à la fois la nature extérieure et la vie sociale. Donc, pour moi, c'est cela d'abord le rôle de la philosophie. Ce n'est pas mon opinion parce que je suis convaincu de la valeur de la philosophie. Je suis convaincu que toute société a besoin d'hommes de savoir pour l'aider à évoluer. Les techniciens sont importants, il faut le reconnaître, mais on a également besoin des philosophes et d'ailleurs, si vous regardez les effectifs des départements de philosophie dans notre sous-région ouest africaine, vous vous apercevez que les jeunes s'intéressent beaucoup à la philosophie. Depuis Dakar jusqu'à Brazzaville, en passant par Abidjan, Lomé et Ouagadougou, vous verrez que dans les départements de philosophie, nous avons beaucoup d'étudiants. Quand on dit que ça ne fonctionne pas, il faut d'abord
essayer de comprendre comment le problème se manifeste. Dans le cas particulier du Burkina Faso, depuis plusieurs années, nous avons accumulé des retards dans l'organisation de l'année universitaire. Si bien que, au lieu que, par exemple, l'année universitaire commence en octobre, nous avons des années qui commencent parfois même au mois de juin. Et alors que nous sommes passés au système LMD qui nous impose d'organiser chaque année 2 semestres. Alors, il semble que cette année, nous allons pouvoir maîtriser un peu ce retard et que beaucoup de départements vont pouvoir commencer en début avril les enseignements de l'année 2017-2018. Donc chez nous, c'est la principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés, comment arriver à retomber sous nos pieds et à réajuster le calendrier universitaire. Maintenant, cette difficulté que nous avons est l'expression aussi d'autres difficultés. Par exemple, ces dernières années, il y a eu une augmentation importante du nombre d'étudiants, alors que la construction d'infrastructures n'a pas accompagné ce processus, et également le recrutement des enseignants-chercheurs ne suit pas aussi le rythme d'augmentation de la demande du côté des étudiants. Donc, ce sont des difficultés qu'on rencontre dans beaucoup de pays africains, mais à côté de ces difficultés aussi, il y a d'autres succès que nous pouvons noter. Par exemple, au niveau du Burkina Faso, il est reconnu que la formation au niveau doctoral est un peu mieux organisée. Donc, il ne faut pas tout voir en noir. Il y a quand même des côtés positifs et tout n'est pas purement et simplement négatif. Oui, alors il faut dire que ce lien est lui-même l'objet d'une réflexion qui se développe à travers les différents textes que j'ai publiés jusque-là. Et ces textes-là essaient d'interroger la thématique de l'engagement sous différentes facettes, l'engagement militant ou politique, l'engagement associatif, l'engagement créatif. Et dans chaque ouvrage, il est question de décliner un aspect de l'engagement. Alors, le lien entre la pensée et l'engagement consiste en ceci que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas une séparation entre l'engagement d'un côté et la pensée de l'autre. La pensée elle-même répond à une quête qui correspond à une forme d'engagement. Et donc, toute pensée, aussi théorique, aussi spéculative puisse-t-elle apparaître, peut conduire à un prolongement pratique aussi bien sur le terrain de l'éthique que sur le terrain de la politique. Et d'ailleurs, tous les grands savants, depuis l'Antiquité, ont toujours été habités par la volonté de contribuer à la transformation de leur société. Justement, selon votre perspective, la théorie, elle doit être subordonnée à l'action, et mieux encore pour vous, toute théorie est engagée. Pourquoi ce serait ça? Oui, et cela rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que à partir de toute théorie, on peut dégager une vision du monde, on peut dégager une éthique, on peut dégager une politique. Même si, par exemple, la conséquence éthique de la théorie est purement négative. Donc, c'est pour cela que je considère que toute théorie qui a une certaine consistance a un lien avec l'existence de l'homme
et peut aider l'homme à donner une orientation à son existence. C'est essentiellement en cela que consiste le lien entre la pensée et l'engagement. C'est vrai qu'au départ de ma réflexion, j'ai abouti notamment à la fin de mon premier livre qui s'intitule Philosophie et existence, à la distinction entre ces deux types d'engagement. Alors, l'engagement fondamental concerne notre vision de l'existence dans son ensemble. Il met en jeu la conviction que la vie mérite d'être vécue. Vous voyez, si vous considérez que la vie dans son ensemble est essentiellement absurde et ne mérite pas qu'on s'y attache, évidemment, toutes les autres préoccupations deviennent secondaires. Donc, l'engagement fondamental a pour enjeu notre rapport à l'existence considérée comme une réalité globale et nous permet d'avoir une vision positive qui consiste en ceci que nous demeurons convaincus que l'expérience des échecs, l'expérience des malheurs ne nous enlève pas au bout du compte l'envie de nous attacher à la vie parce que nous sommes persuadés que la vie mérite d'être vécue. Ça, c'est l'enjeu de l'engagement fondamental. Maintenant, ce que j'ai appelé l'engagement ordinaire et que par la suite j'ai développé comme l'engagement militant sous ses différentes facettes, concerne l'adhésion à une cause particulière qui peut être politique. Par exemple, si vous êtes socialiste, vous vous battez pour la réalisation du socialisme dans votre société. Donc ça, c'est un attachement à une cause particulière qui peut être politique, qui peut être sportive, qui peut être culturelle ou bien sûr sociale. Alors, mais vous voyez que dans ce cas-là, l'engagement est en relation avec un enjeu particulier, un objectif spécifique. Mais justement, pour s'intéresser à cet objectif spécifique dont nous voulons poursuivre la réalisation, eh bien, il nous faut être animés de la conviction que la vie même dans son ensemble mérite d'être vécue et que mieux vaut être là que de ne pas être là. Voilà la relation entre ce que j'ai appelé l'engagement ordinaire et l'engagement fondamental. D'abord, l'engagement fondamental nous aide à ne pas désespérer de la vie d'une manière générale et l'engagement ordinaire ou militant nous permet de développer des rapports positifs avec nos semblables pour aider à réaliser un but, à atteindre un objectif. Et ce processus de travail collectif en retour à une incidence positive sur la manière dont l'individu engagé se perçoit lui-même parce qu'il a le sentiment d'être utile à quelque chose. Politiquement, cela a pour conséquence que d'abord, on croit que la transformation du monde est possible. Rien n'est définitivement acquis et l'homme, en tant qu'individu ou en tant que sujet collectif, a une possibilité de contribuer à transformer son environnement à la fois physique et social. Maintenant, si on veut pousser plus loin, cela nous amène à nous interroger justement sur les modalités même de transformation de la vie sociale. Quelles sont les démarches à travers lesquelles on peut contribuer à une transformation du monde? Quelles sont les formes d'organisation, les formes d'action à travers lesquelles on peut pousser le monde à se transformer? Donc voilà essentiellement les conséquences politiques de la pensée de l'engagement.
réaction contre l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. L'objectif essentiel de ce mouvement, c'est d'interpeller les intellectuels, de les appeler à ne pas se désintéresser de la vie politique, à se préoccuper de l'évolution de la société au-delà de leur sphère d'occupation respective, et à chercher à pousser la société dans son ensemble à aller vers plus de justice sociale. Alors, nous avons accompagné en son temps la lutte que le collectif d'organisations démocratiques de masse et de partis politiques, le CODEMPP, a mené pour la vérité et contre l'impunité. Et aujourd'hui encore, nous continuons de soutenir les luttes pour plus de démocratie et de justice dans notre société. Alors concrètement, le mouvement est organisé à travers une coordination nationale dont je suis le premier responsable, et le mouvement a pour principale activité l'organisation de conférences en liaison avec les préoccupations du moment, et surtout la publication du journal Hakili, qui est censé être un trimestriel. Même s'il ne paraît pas régulièrement, nous arrivons à sortir des numéros chaque année, et chaque numéro que nous arrivons à sortir à valeur de document est souvent bien diffusé au sein de la population, notamment dans les sphères intellectuelles. J'en suis convaincu, d'autant plus que quand il s'agit d'une parole philosophique qui réfléchit elle-même sur les conditions de la transformation du monde et qui voudrait inciter ceux qui s'intéressent à elle à se préoccuper de la société dans laquelle ils vivent, il est évident qu'une telle parole philosophique est amenée à avoir une incidence. Mais il ne faut pas oublier que tous les grands philosophes que nous connaissons, notamment tous ceux qui se sont intéressés à la politique, depuis Platon jusqu'aux auteurs contemporains encore vivants comme Habermas, Rancière ou Badiou, par exemple, se sont aussi interrogés sur la manière de contribuer à l'évolution de leur société, soit à travers le soutien à ce que j'appelle l'action politique institutionnalisée, soit au contraire à travers l'adhésion à ce que j'appelle les formes contestataires de la politique. Donc, tous les philosophes, pour autant qu'ils ont voulu réfléchir à l'incidence de la parole philosophique sur la vie collective, ont été amenés à se demander comment la parole philosophique peut pousser la société à se transformer. Il faut rappeler le contexte dans lequel cette citation dont vous parlez a été formulée. Elle est reprise dans un ouvrage qui s'appelle La parole et la cité, sous-titré Essai de philosophie politique, et dans un chapitre qui s'intitule État et société civile. Il s'agissait dans ce chapitre-là d'interroger la dissociation entre l'État et la société civile et d'essayer d'en comprendre les implications. Et dans le cadre de cette réflexion, il est apparu que, effectivement, la société civile est animée par une diversité d'acteurs. Ces acteurs-là n'ont pas une vision commune. Au contraire, ils sont regroupés autour de causes qui parfois s'opposent entre elles. C'est pour cela qu'on peut dire qu'il y a du tout dans la société civile. Donc, les acteurs de la société civile ne se caractérisent pas par leur volonté d'unité, mais au contraire par l'attachement à des causes particulières.
C'est pour cela que face à l'État, qui apparaît comme un ensemble d'institutions solidaires et organisées, la société civile se présente comme une réalité éclatée et parce qu'elle est une réalité éclatée, elle est caractérisée essentiellement par des revendications qu'elle formule, des protestations qu'elle exprime, des insatisfactions qu'elle traduit, mais elle n'arrive pas à formuler elle-même un projet cohérent pour orienter la société dans son ensemble. C'est ce que la citation que vous avez relevée cherche à montrer. Maintenant, au-delà de cette séparation entre le point de vue de la société civile et celui de l'État, on peut constater que aujourd'hui, dans nos sociétés, d'une manière générale, les organisations de la société civile ont un rôle largement positif. Pourquoi? Parce qu'elles poussent la société à se transformer et justement, elles prennent acte et elles réagissent contre les insuffisances de l'État. La profusion des organisations de la société civile est aussi le signe que l'État ne parvient pas lui-même à répondre à sa propre vocation dans les différentes sphères de la vie sociale. Et c'est cette absence de l'État, c'est son incapacité à répondre à sa propre vocation dans différentes sphères de la vie sociale qui, en retour, encourage l'émergence et l'action des organisations de la société civile. Justement, pour atteindre cet objectif, il faut que les citoyens eux-mêmes s'intéressent aux questions politiques et qui se donnent des cadres, des formes d'organisation à travers lesquelles ils essaient de pousser à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs qui concernent la société dans son ensemble. Donc, paradoxalement, l'État, s'il veut résister contre l'emprise des politiques libérales, contre le diktat d'institutions extérieures, notamment internationales, qui voudraient imposer une libéralisation accrue de la vie économique, l'État peut s'appuyer sur l'action des organisations de la société civile à travers lesquelles les citoyens eux-mêmes prennent conscience de l'importance de leur vie collective et cherchent à défendre certaines valeurs. Il faut relativiser ce que vous appelez l'apolitisme. C'est vrai qu'il y a un relatif désintérêt par rapport à ce que j'appelle la politique institutionnalisée et ses différents acteurs. J'entends par là le jeu électoral et notamment toutes les manœuvres autour de la répartition des privilèges liés à l'accession à la direction des institutions étatiques. Mais justement, ce désintérêt pour la politique institutionnalisée s'accompagne d'une recrudescence de ce que j'appelle les formes contestataires de l'action politique. C'est ainsi que, par exemple, des mobilisations collectives comme les manifestations de rue, les meetings, toutes ces initiatives-là prennent aujourd'hui de l'importance et nous avons vu que au Burkina Faso, après la Tunisie et l'Égypte, on a eu carrément une insurrection qui a abouti à un changement au niveau des dirigeants politiques. Donc attention, apolitisme par rapport au jeu politique institutionnalisé ne veut pas dire refus de s'intéresser
à la lutte pour la transformation de la société dans son ensemble. Un texte dont le titre précis est Mouvements sociaux et gouvernance post-insurrectionnelle. C'est un texte qui reprend une contribution à un colloque international organisé par la Fondation Gabriel Péri en France et le département de philosophie de l'Université de Dakar en novembre 2016. Par la suite, j'ai développé cette contribution sous forme d'article et elle a été publiée à la fois dans les actes du dit colloque et dans un des numéros de notre journal Hakili. Ce que j'ai voulu montrer dans cet article, c'est l'évolution des mouvements sociaux après l'insurrection que nous avons connue au Burkina Faso en fin octobre 2014. Et la leçon principale que nous pouvons en tirer, c'est que les mouvements sociaux ont conduit à des changements. Mais ces changements-là sont limités. Parce que, par exemple, au Burkina, nous avons eu un changement d'hommes politiques à la tête de l'État, mais nous n'avons pas eu un changement de système politique et social dans son ensemble. En d'autres termes, nous avons eu une insurrection populaire, certes, mais nous n'avons pas eu une révolution. Et donc, il ne faut pas croire que les mouvements sociaux en eux-mêmes peuvent conduire à une transformation radicale de la société. Les changements qui sont rendus possibles par les mouvements sociaux restent limités, mais ce qui est intéressant de retenir, c'est tout de même cette dynamique globale, cette prise de conscience généralisée qui a amené des citoyens de différentes parties d'un pays à se mobiliser à un moment donné pour rejeter un pouvoir à travers les actions qu'il a pu poser. Cette mobilisation en elle-même est une leçon très importante pour celui qui veut réfléchir sur la possibilité de la transformation radicale de la société. Il faut un accompagnement des mouvements sociaux par un mouvement politique au sens clair, c'est-à-dire que au-delà des luttes ponctuelles contre telle ou telle décision politique ou telle ou telle mesure sociale, il faut que la volonté même de changer de société se répande dans la société d'une manière générale et que, au-delà de la lutte contre un individu ou une mesure à un moment donné, les citoyens se mettent à réclamer un changement de société, un autre monde. Voilà. Et si cette conscience-là n'est pas développée et répandue dans une société, si elle n'a pas abouti à la création de structures spécifiques qui organisent les citoyens vers le changement, évidemment, c'est difficile de réaliser la révolution et ce sont les leçons que nous pouvons tirer de ce que nous avons vécu au Burkina. Il y a eu une mobilisation très importante contre le projet de révision de l'article 37 par Blaise Compaoré. Il y a eu un rejet même de l'équipe politique formée autour de Blaise Compaoré, mais l'idée que nous pouvions changer de société, organiser même nos institutions politiques d'une manière complètement différente, cette idée elle-même n'a pas été suffisamment diffusée et acceptée par les citoyens et érigée en slogan, en revendication par les citoyens.
yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah,